Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Passion médiéviste. Dans ce podcast en général, vous entendez de jeunes chercheurs et chercheuses parler de leurs recherches, de leurs sujets d'études et des méthodes qu'ils utilisent. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage qui devrait intéresser toutes les personnes qui veulent faire des études d'histoire et étudier l'histoire. Son titre, c'est « Initiation aux études historiques », paru le 28 octobre 2020 aux éditions Nouveau Monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, ce qui est assez rare dans ce podcast. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Catherine Rido-Kikuchi. Donc, tu es maîtresse de conférence à l'Université Versailles-Saint-Quentin en histoire médiévale. Bienvenue. Merci. Et j'ai le plaisir de recevoir Pierre Chastan, donc professeur d'histoire médiévale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, on est là pour parler de ce jeu. Il y a plein de mots, je trouve, pour présenter cet ouvrage. On peut dire un manuel d'histoire, mais qui est destiné aux personnes qui veulent faire de l'histoire et pas forcément en apprendre, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un manuel qui vise en fait les gens qui s'intéressent à l'histoire, qui ont envie de comprendre comment est-ce qu'on fait l'histoire, comment est-ce que les connaissances historiques se construisent. Donc c'est pas un manuel qu'on va lire si on veut tout savoir sur les Capétiens et les Carolingiens, mais si on veut vraiment comprendre comment l'histoire se fait. D'où est née la volonté de faire ce manuel ? Alors c'est un projet en fait qui est né avant que j'arrive à l'université de Versailles-Saint-Quentin, donc c'est pas moi qui ai mené les tout débuts du projet, qui a été proposé en particulier aux enseignants-chercheurs du département d'histoire par la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin, et qui a rassemblé un certain nombre de fonds de Paris-Saclay, du ministère, pour monter donc un projet de manuel numérique qui visait donc à rassembler, à proposer un outil pour les étudiants en histoire, en particulier pour le premier cycle. Et on est 3 coordinatrices, Bénédicte Giraud, donc, qui était là dès le début du lancement du projet, et puis se sont rajoutés moi et puis Reine-Marie Bérard, qui est chargée de recherche au CNRS en histoire antique. Et Bénédicte Giraud, donc, qui est spécialiste d'histoire contemporaine et qui est aujourd'hui à l'université de Cergy. Et il n'y avait pas de choses comme ça qui existaient avant ? Pas vraiment, en fait. C'est un projet c'est un type de manuel qui ne vise pas donc à fournir un stock de connaissances, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc oui, on a essayé de faire un projet qui change un peu des manuels classiques, on va dire. En fait, ça permet d'avoir accès à toutes les techniques en histoire qui existent aujourd'hui. C'est effectivement un manuel qui permet d'avoir une approche assez complète des différentes méthodes historiques, qui vise aussi à faire réfléchir les lecteurs sur l'écriture de l'histoire et les enjeux de l'écriture de l'histoire aujourd'hui. Donc c'est effectivement un manuel, Catherine l'a dit, qui vise moins une somme de connaissances comme les manuels traditionnels qu'on utilisait jadis quand on était étudiant, qui finalement étaient des sortes de livres qui compilaient l'état d'un savoir à un moment donné, qu'un manuel qui intègre véritablement un questionnement sur l'histoire, sur l'écriture de l'histoire, et qui se veut plus réflexif en fait que les manuels traditionnels. Et il me semble que la caractéristique de ce manuel, qui est innovant en fait, qu'il n'y a pas d'équivalent antérieur, c'est vraiment de mettre ensemble cette démarche critique ou réflexive avec l'apport du numérique, qui est un apport, on y reviendra, vraiment central dans la démarche même de construction de l'ouvrage. Oui, parce qu'on va en parler un peu plus tard aussi, mais il y a l'ouvrage physique, papier, mais il y a aussi une plateforme en ligne. Et donc là, ce que je voulais aussi voir avec vous, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment le côté, on va rendre accessible tout ça. Et c'est peut-être aussi le côté ouverture de l'université qui jusqu'à présent était peut-être un peu trop sur elle-même, et on garde son savoir entre l'université, on se prête pas les méthodes. Là, au contraire, c'est aider tous les jeunes historiens à pouvoir accéder à ce savoir. Oui, alors je sais pas si forcément avant on était dans une logique de on garde les choses pour nous, mais en tout cas c'est vrai que à la base de ce projet il y a la volonté de faire un manuel en open access qui soit librement accessible à tous. Alors il y a le volume papier évidemment, mais sur Internet on a essayé de tirer parti justement de ce format numérique pour essayer de proposer quelque chose qui soit ouvert, qui soit libre et qui puisse servir donc à tous les étudiants et toutes les étudiantes. Alors concrètement, on va voir comment est construit l'ouvrage. Alors il y a plusieurs parties. Et déjà, est-ce qu'on peut présenter en général quelles sont les parties qui sont dans l'ouvrage ?
Alors, on a une première partie qui traite des sources. Donc, on a voulu commencer par là, à savoir, on va présenter les différents types de sources qu'on peut utiliser quand on est historien et quand on étudie l'histoire. Pas simplement les sources écrites, même si c'est évidemment un chapitre particulièrement important, mais aussi les sources archéologiques, mais aussi les sources sonores, mais aussi Internet, les sources visuelles, etc. Ensuite, on a une deuxième partie qui est chronologique, qui vise à présenter en fait les 4 périodes chronologiques traditionnelles, on va dire, pour essayer de poser un petit peu des cadres, et puis parce que c'est aussi les périodes qui sont traitées dans les cursus universitaires, donc c'est important de les présenter. Et puis on a une troisième partie donc, qui s'intitule La fabrique de l'histoire et qui traite des méthodes qu'on utilise en tant qu'historien et historienne. Alors par exemple, il y a un chapitre sur la cartographie, un chapitre sur les méthodes qualitatives et quantitatives, ce genre de choses. Et puis enfin, donc, une dernière partie qui est plus thématique, où on a essayé de faire en fait des focus sur certains thèmes qui nous ont semblé importants, notamment dans l'historiographie aujourd'hui, qui sont transversaux, des thèmes transversaux sur les 4 périodes. Donc on a par exemple un chapitre sur histoire et genre, histoire et environnement, histoire et médias, voilà, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, bon là vous êtes 2 médiévistes, parce qu'on n'a pas sur médiéviste, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que c'est destiné à toutes les périodes en fait. Que les gens travaillent sur l'Antiquité ou sur le XXe siècle, c'est vraiment destiné à tout le monde. Oui, effectivement, et on voit bien aussi comment la démarche de l'ouvrage consiste à replacer la science historique en fait non pas au centre, mais en tous les cas dans un réseau de savoirs qui sont complémentaires et très liés, en particulier par la 4e partie de l'ouvrage, avec effectivement un questionnement autour des rapports entre histoire et sciences sociales, entre histoire et mémoire, enfin un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques qui conduisent le lecteur, qui doivent permettre au lecteur de resituer aussi le savoir historique dans un contexte qui est un contexte à la fois scientifique et problématique plus général. Donc ça, c'est un élément qui est un élément important de la méthode. Encore une fois, il me semble que à la fois les éléments du numérique présents dans l'ouvrage et la démarche générale consistent à décloisonner les savoirs historiques et à faire en sorte qu'effectivement le manuel soit pas une sorte de somme fermée sur elle-même, mais soit finalement davantage un point de départ à partir de laquelle le lecteur puisse à la fois trouver des ressources complémentaires, mais également réfléchir à des questions qui sont des questions transverses, qui concernent l'histoire, mais qui concernent aussi d'autres disciplines ou d'autres savoirs. Oui, c'est à la fois assez théorique comme ouvrage, mais très très pratique. On a beaucoup d'exemples et voilà, toutes les pages sont étayées de plein de petits exemples pour donner envie au lecteur d'aller plus loin. Oui, et là-dessus, je dois dire que les auteurs et les autrices ont fait un travail qui est incroyable parce que voilà, j'ai dit qu'on était 3 coordinatrices, mais il ne faut pas oublier il y a aussi une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui se sont prêtés au jeu en fait de sortir de leur champ disciplinaire strict et d'écrire des chapitres qui, pour la plupart, traversent donc les 4 périodes historiques, s'intéressent pas seulement à un espace, mais essayent de prendre des exemples hors de l'histoire européenne, par exemple. Et donc ça donne effectivement des chapitres qui sont souvent très riches avec des exemples précis, détaillés, qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Moi, je vois vraiment ça comme aussi, il y a le côté transgénérationnel, je trouve, dans la rédaction de l'ouvrage. Alors, pour donner un exemple, Pierre, tu as soutenu ta thèse en 2001, Catherine en 2016, donc j'imagine bien sûr que vous faites partie de 2 générations d'historiens, donc vous n'avez pas eu accès aux mêmes méthodes, aux mêmes sources, c'est forcément différent, donc c'est très intéressant d'avoir dans ce livre des points de vue différents et des méthodes différentes pour parler d'histoire. C'est vrai, le travail déjà de fabrication du manuel, enfin en tout cas le chapitre que j'ai réalisé, fait avec Pauline Urmer-Gaffier, ça a été vraiment un plaisir de rentrer dans la logique du manuel, c'est-à-dire encore une fois de ne pas rédiger quelque chose qui soit trop fermé et définitif, mais au contraire de réfléchir à des points d'entrée proposés au lecteur. Et il me semble que, Catherine est beaucoup plus jeune que moi, elle a peut-être pas connu cette transition-là, mais moi ça m'a rappelé bien des débats au sein de l'université des années 2000 autour du renouvellement pédagogique, des méthodes pédagogiques dans l'enseignement de l'histoire. Moi, j'ai toujours prôné effectivement certaines innovations face auxquelles des collègues étaient plus réticents. Et il me semble que ce manuel, en fait, acte de façon, par un livre, par un volume, par une œuvre, en fait, qui est quelque chose de concret. Du concret, voilà, acte ce changement de perspective qui consiste finalement à avoir une relation moins magistrale au savoir et à faire en sorte davantage de guider les étudiants ou les lecteurs, dans le fond, puisque les lecteurs peuvent aussi, des lecteurs qui ne sont pas aujourd'hui à l'université peuvent
s'intéresser à ce manuel, mais les guider effectivement dans une fabrication du savoir historique, c'est-à-dire en même temps leur donner un certain nombre de lignes de force, c'est-à-dire ne pas simplement agréger des liens des liens cliquables, bien entendu, leur donner des lignes de force, mais en même temps leur permettre, à partir de ces éléments rassemblés, de construire leur propre parcours de lecture et leur propre parcours finalement d'apprenti historien. Je vois ça un peu comme un ouvrage de chevet que les gens pourraient avoir pour piocher de temps en temps et vraiment voir ce qui peut être intéressant. Parce que cet ouvrage est destiné, donc, on l'a dit, en priorité donc, aux jeunes, aux gens qui sont en licence et un master, ou plutôt vraiment à tout le monde. Alors, c'est un ouvrage qui a été pensé d'abord comme un ouvrage universitaire à destination des étudiants et des étudiantes de licence, et puis aussi aux étudiants, enfin aux lycéens plutôt, qui s'intéressent à l'histoire et qui aimeraient savoir ce qu'on fait en histoire à l'université, et c'est évidemment un peu différent de ce qu'on fait au lycée. Donc ça, c'est la première chose, mais par ailleurs, je pense effectivement que c'est un manuel qui peut intéresser des gens qui ne sont pas aujourd'hui en études d'histoire, mais qui se demandent comment est-ce qu'on fabrique l'histoire, en fait, comment ça se fait aujourd'hui, alors avec des points de vue qui sont évidemment partiaux, mais voilà, ça donne un certain nombre de clés de lecture, on va dire, de ce qu'on peut faire en histoire aujourd'hui à l'université. Parce qu'on voit aussi que on fait pas de l'histoire aujourd'hui comme on faisait, donc on l'a dit, les décennies précédentes. Notamment, le numérique a changé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé par rapport aux décennies précédentes ? Je pense qu'il y a des thématiques nouvelles qui ont émergé, donc en particulier dans les derniers chapitres de l'ouvrage, les thématiques sur l'histoire et l'environnement, c'est des thématiques qui sont aujourd'hui très présentes dans la recherche, toute période confondue, que ce soit en histoire ancienne, en histoire contemporaine, moderne ou médiévale. Donc il y a des thématiques qui sont nouvelles. Ce qui change peut-être aussi un petit peu dans la manière dont on a conçu le manuel par rapport à d'autres choses qui pouvaient exister, c'est qu'on a vraiment voulu donner un centre d'équilibre qui soit moins européocentré. Et donc là aussi, on a demandé aux auteurs, et c'était pas toujours facile, de prendre des exemples aussi qui viennent d'autres espaces. Qu'on arrête de centrer que sur l'histoire de France ou d'Europe et qu'on aille voir ailleurs. Ouais. C'est ça. Et ça, je pense que pour faire ce choix, on est tributaire en fait de toutes les évolutions historiographiques qu'il y a eu ces dernières années sur l'histoire globale, l'histoire connectée, etc. Et bien sûr aussi toutes les notions d'histoire du genre qui sont très présentes dans tout l'ouvrage. Qui sont présentes à la fois dans l'ouvrage sur le contenu, mais aussi dans la construction de l'ouvrage, puisqu'on a tenu à avoir des équilibres importants dans les auteurs et les autrices. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi, vous présentez autant la cartographie, comment on est passé du calque au logiciel. On voit que même pour une méthode qui faire des cartes en soi, c'est pas très compliqué, mais on voit que la méthode a vraiment changé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une page sur comment réaliser une veille historique sur Twitter. Je pensais pas voir un jour ce genre de conseils dans un ouvrage de méthodo d'histoire. Un des éléments vraiment importants de la démarche, c'est également de considérer qu'un manuel en histoire, ça doit couvrir en fait l'ensemble du travail réalisé par les historiens pour écrire l'histoire. Et ça ne doit pas être simplement une synthèse de ce qui est produit en bout de chaîne. Ce qui est quand même, j'allais dire le défaut, en tous les cas, le style, on pourrait dire, traditionnel du manuel. Donc à partir du moment où on considère, et c'est pareil, ça acte un certain nombre de changements historiographiques vraiment importants de ces dernières décennies, que moi je perçois bien parce que j'ai été formé finalement avec des manuels à l'ancienne. Je pense que ce qui a prévalu, c'est vraiment de donner aux lecteurs la possibilité de réfléchir sur la manière dont les historiens travaillent, mais en ouvrant le laboratoire et pas simplement en leur proposant la publication finale une fois que tout le travail a été réalisé. Et cette ouverture du laboratoire, ça signifie que on doit ou on peut rendre compte de méthodes, d'objets, de la manière effectivement de les questionner. Et bien sûr, aujourd'hui, un des enjeux, c'est d'être en capacité d'intégrer de manière intelligente les ressources numériques dans la démarche de l'historien, à la fois en considérant que le numérique, c'est une capacité d'avoir accès à de nombreuses ressources, mais c'est aussi une capacité de traiter de façon renouvelée les objets traditionnels de l'historien. Donc ces deux éléments sont bien entendu importants, mais ce qu'on voit dans l'équilibre du manuel, c'est aussi une vraie volonté d'ouvrir le laboratoire et de montrer finalement l'historien au travail, c'est-à-dire ses outils, ses objets et ses méthodes.
Oui, pour prendre des exemples très concrets, si je peux me permettre, du coup, dans le traitement des sources, on passe en fait d'exemples qui sont tirés de chartes médiévales ou qui sont tirés de censiers médiévaux qu'on essaye d'analyser, de décortiquer de façon un peu précise. Et puis dans un autre chapitre, on va avoir un traitement qui est en fait assez similaire, parce qu'à chaque fois, il s'agit de rentrer dans les sources, mais qui va s'appliquer aux sources du web, qui va s'appliquer aux jeux vidéo, qui va s'appliquer à des sources qui peuvent sembler extrêmement différentes, mais qui en fait sont aussi du matériau pour l'historien. Et c'est important que les gens comprennent comment est-ce qu'on peut rentrer dedans pour à la fois en tirer des informations et puis essayer de comprendre l'époque qui les a produits. Et aussi, voilà, elles sont présentées à égalité, ce qui est quand même aussi nouveau, parce que quand on voit toutes ces dernières années, parfois, où on dévalorisait un peu le fait d'étudier telle ou telle source en disant « oh, c'est pas vraiment de l'histoire », mais en fait là, non, tout est reconnu en termes de source d'histoire. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui témoigne aussi d'évolutions historiographiques très contemporaines. Par ailleurs, ça met aussi en lumière le fait que sur un certain nombre de méthodes, finalement, travailler sur du texte, sur parchemin, sur papier ou numérique, ça pose aussi un certain nombre de questions qui sont des questions convergentes. Donc, à la fois, effectivement, il y a une vraie volonté d'intégrer le numérique à la fois comme méthode et comme type de ressources. Et ça fait également apparaître le fait que ce qu'on considère comme étant une rupture radicale avec le numérique, sur certains points, finalement, débouche sur des continuités et certaines méthodes qui sont des méthodes traditionnelles de l'historien peuvent être adaptées au numérique et peuvent permettre aussi de mieux utiliser des ressources numériques natives. Donc il y a là aussi, je pense, un élément important pour les lecteurs de repérage en fait de ce qui est réellement nouveau dans le numérique et ce qui peut être finalement travaillé avec des méthodes plus traditionnelles, renouvelées bien entendu, mais dont finalement la pertinence demeure. Et si on s'intéresse un petit peu à l'histoire médiévale, parce que c'est un peu la spécialité dans ce podcast, alors donc toi, Catherine, tu t'es intéressée à présenter les méthodes spécifiques pour l'historien du Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu as présenté ? Enfin, bon, je te demande pas bien sûr de nous résumer et tout, parce que voilà, il y a beaucoup de pages, mais déjà, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant ? J'ai voulu mettre en avant comment est-ce qu'on pouvait traiter les sources médiévales, d'abord. En particulier, il y a 2 parties sur comment on lit une source médiévale, alors source médiévale textuelle en l'occurrence. Donc je parlais des chartes et des censiers, donc là voilà, c'est la partie où je parle des chartes et des censiers. J'ai aussi essayé de présenter qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge en fait, qu'est-ce que c'est comme concept, est-ce que ça a un sens déjà comme concept, ce qui n'est pas absolument clair. Jacques Le Goff t'écoute. Voilà. Donc à la fois en questionnant les limites chronologiques du Moyen-Âge, les représentations du Moyen-Âge qu'on peut avoir, et puis aussi en essayant de déporter le regard sur d'autres espaces. On parlait de ça tout à l'heure, donc en particulier en m'intéressant à un domaine qui est très très travaillé aujourd'hui, qui concerne l'Afrique médiévale. Et puis j'ai essayé de présenter des thématiques, alors là aussi sans possibilité d'être exhaustive, mais qui me semblaient intéressantes aujourd'hui dans les travaux en histoire médiévale, autour de l'économie, autour du pouvoir, voilà, ce genre de choses. Et Pierre, alors toi, c'est dans la première partie, donc c'est sur l'écrit et l'imprimé. Pourquoi en fait cette partie-là en particulier ? Qu'est-ce que tu as voulu montrer ? Alors l'idée en fait de ce chapitre, c'est vraiment de proposer au lecteur une synthèse historiographique sur cette question de l'émergence en fait d'un champ historiographique autour de l'étude de la culture de l'écrit, qui est en fait un champ émergent depuis quelques décennies dans l'historiographie européenne. Donc l'enjeu pour Pauline Lemaître-Gaffier et moi-même, c'était de proposer finalement un chapitre très transversal du point de vue chronologique, puisqu'on part de l'Antiquité, on intègre en fait la question de l'écriture numérique, et de proposer un certain nombre de grands jalons pour que à la fois le lecteur puisse se repérer dans cette histoire longue de la culture de l'écrit, puisse aussi remettre en cause un certain nombre d'idées reçues, en particulier certaines grandes coupures chronologiques qui sont considérées comme étant tout à fait centrales et qu'il faut en tous les cas questionner. Je pense en particulier à la rupture de l'imprimerie. Donc vraiment envisager cette question dans le temps long, voir aussi de quelle manière, quand on l'envisage dans le temps long, c'est ce que je disais à l'instant, il y a aussi des résonances, des résurgences. On peut aussi interroger le monde contemporain et nos propres pratiques d'écriture dans le contexte numérique de manière renouvelée lorsqu'on les envisage justement dans le temps long et qu'on n'a pas uniquement le nez sur la période contemporaine. Et puis le chapitre s'insère aussi dans une première partie qui a une dimension, on va dire,
plus méthodologique, c'est-à-dire que finalement, traditionnellement, cette question posée sur l'écriture et les pratiques de l'écrit, c'était une question qui était repoussée dans les sciences auxiliaires de l'histoire. C'est-à-dire qu'on apprenait ça comme finalement, enfin à la marge du questionnement historique, comme étant finalement un domaine assez spécialisé de formation des historiens. Là, au contraire, alors, cette dimension-là de vraiment méthodologique, c'est-à-dire de permettre à l'historien de prendre en compte finalement l'histoire des objets écrits sur lesquels il travaille, c'est aussi un élément qui est un élément très important. Donc finalement, le chapitre est un chapitre qui vise à la fois à produire une synthèse dans le temps long, sur la longue durée, de cette question de les productions écrites et de la culture de l'écrit, et en même temps de donner à l'historien des clés de réflexion sur la particularité des sources écrites sur lesquelles il travaille, de manière à les interpréter de façon moins naïve que c'est parfois le cas. Et comment cet ouvrage, à votre avis, peut être utile aux gens peut-être qui commencent un master ou une thèse d'histoire médiévale ? Je pense qu'il peut être utile à plusieurs titres. D'abord sur la manière d'appréhender les sources. Et là-dessus, je pense que ce que vient de dire Pierre est très important. C'est-à-dire que, effectivement, justement, dans cette première partie, on essaye de présenter comment est-ce qu'on peut comprendre ces sources, comment est-ce qu'on peut les appréhender, quels sont les types de questionnements qu'on peut leur appliquer. Et ça, je pense qu'en master, c'est des questions qui sont fondamentales à se poser très tôt. Donc là, je pense que ça permet de faire un point sur un certain nombre de sources que les étudiants et les étudiantes peuvent utiliser. La deuxième chose, c'est, alors au-delà des chapitres plus thématiques, où évidemment les gens qui travaillent sur le genre peuvent aller regarder sur l'histoire du genre, etc. Mais la deuxième chose, je pense aussi, c'est du point de vue des méthodes. Il y a certaines parties dans le manuel qui vont sans doute être peu utilisées en licence, mais plutôt en master. Je pense en particulier à certaines parties vraiment méthodologiques sur l'histoire quantitative, ou bien sur la cartographie. Voilà, toute cette troisième partie sur la fabrique de l'histoire, il y a certains encarts, certains focus qui portent vraiment sur des méthodes, y compris, par exemple, comment on fait une base de données sous Excel. Donc ça, c'est dans le chapitre sur la prosopographie. Donc des choses qui peuvent donner des idées. Évidemment, ça ne suffit pas, il faut aller voir ailleurs et puis il faut aller dans des séminaires qui parlent de ce genre de choses, mais ça peut donner des idées, et puis avec les liens hypertextes, ça donne aussi des ressources qui permettent d'approfondir certaines questions si on est intéressé. Ça, c'est un point qui est un point important, c'est-à-dire que je ne dis pas que le lecteur de manuel traditionnel ou la lectrice est passif ou passive, mais en tous les cas, il ou elle est pris dans une logique linéaire de lecture, dans laquelle finalement, on commence, alors on peut faire des lectures partielles, mais on commence à un point A et on termine à un point B, et de toute façon, on n'a aucune échappatoire entre le point A et le point B. Là, le manuel, par le fait effectivement qu'il insère des ressources numériques au sein même des textes rédigés par les auteurs et les autrices, conduit le lecteur à pouvoir prendre des tangentes, et alors prendre des tangentes s'il le souhaite, mais surtout construire son propre parcours de lecture. Et il me semble que ça, c'est un enjeu qui est un enjeu pédagogique fondamental à l'université, c'est-à-dire que l'université est finalement construite avec 2 cycles successifs. Un premier dans lequel on demande d'acquérir les savoirs fondamentaux aux étudiants, et puis un deuxième dans lequel ils sont d'emblée mis en situation d'être des apprentis chercheurs. Et dans le fond, ce manuel aussi vise à opérer une transition, c'est-à-dire à déjà permettre à des étudiants de licence de se poser la question de leur propre parcours et de leur propre questionnement à l'intérieur de ce qui leur est proposé, et donc d'être beaucoup plus actif par rapport à la proposition. Et je tiens à souligner quelque chose, la mise en page est magnifique, parce qu'on a l'habitude de voir peut-être des manuels un petit peu plus classiques, et là en fait j'avais l'impression de retrouver un manuel d'histoire géo de lycée avec des couleurs en fait, où on a envie de lire, on a envie en fait de voir, il y a des petits encarts, des illustrations, c'est vraiment un bel objet aussi, enfin c'est quelque chose de pas rébarbatif visuellement, c'est important ça aussi. Oui, et là, je dois dire, il faut vraiment souligner le travail extraordinaire que les éditrices ont fait à Nouveau Monde. Ça a été compliqué, parce que justement, c'est un manuel où il y a beaucoup d'encarts, où il fallait en plus gérer à la fois le format numérique, le format papier, donc ça aussi, ça n'a pas été facile. Là, nous, on n'y est pour rien. Donc, c'est vraiment les éditrices, et en particulier Camille Duhaubou, qui a fait vraiment un boulot incroyable pour la mise en page. Et encore une fois, cette gestion à la fois de l'objet matériel papier et numérique, faire en sorte que ce soit quand même le même projet, mais en même temps sous 2 formats différents. Et donc sur le site, qu'est-ce qu'on peut trouver en complémentaire du livre ?
Alors, on peut trouver plusieurs choses. D'abord, les liens hypertextes sont actifs, ce qui ne sont pas forcément dans la version papier. Tous les renvois hypertextes à la fois internes et puis externes sont actifs. Donc, pour les ressources extérieures, les vidéos, les podcasts, voilà, toutes les ressources extérieures sont évidemment accessibles. Et puis, on a également les exercices qui, là, étaient vraiment au cœur du projet et qui n'apparaissent évidemment pas dans la version papier. On a, en fait, dans les chapitres, un certain nombre d'exercices qui peuvent s'ouvrir sous la forme de pop-up et qui proposent un certain nombre souvent des lectures complémentaires et un certain nombre de questions, soit de résumés d'articles, soit d'analyse de documents. Peut-être que Pierre, tu peux donner un exemple plus précis dans ton chapitre, je ne sais pas si... Alors, par exemple, du point de vue des ressources pédagogiques, l'idée avec Pauline Maigre-Gaffier, c'était de proposer effectivement des travaux qui puissent être réalisés en classe, avec une supervision de la personne qui est responsable du groupe d'étudiants. Parfois d'ailleurs avec des propositions qui sont des propositions de lecture d'articles qu'on a séquencés en différentes parties, qui permettent de faire des groupes au sein des TD et de proposer à chaque groupe de faire une partie du travail avec une mise en commun finale. Donc vraiment la partie, on va dire, exercice pédagogique qui pour nous a reposé beaucoup sur de la lecture de texte, mais aussi de la consultation de ressources numériques, était vraiment centrale dans le chapitre. C'est-à-dire que ce n'était pas un plus qu'on a fait après avoir terminé le chapitre. On a vraiment d'emblée réfléchi au type d'exercice qu'on allait proposer. Et on y a réfléchi à la fois en réfléchissant à la complémentarité de ce qu'on développait dans le chapitre et des exercices, et on y a réfléchi aussi en termes de compétences, c'est-à-dire que une des choses importantes aussi par rapport à la démarche, on va dire pédagogique à l'arrière-plan du manuel, c'est aussi de réfléchir aux compétences qu'on souhaite développer chez nos étudiants et chez les lecteurs, et qui sont bien entendu des compétences pas uniquement d'accumulation de connaissances sur des domaines de l'histoire, mais aussi de capacité de réflexion et d'être armé pour ensuite pouvoir continuer à lire des choses et être capable de développer un esprit critique une fois que finalement ce moment de formation initiale est réalisé. Donc ça paraît être une chose tout à fait centrale dans la démarche. Alors, juste pour compléter sur les choses qu'on peut trouver dans le manuel numérique, donc vraiment très rapidement, mais on trouve aussi une frise chronologique, en réalité 2 frises chronologiques qui rassemblent les différents éléments présents dans le manuel et particulièrement certains... les dates qui sont traitées dans les encarts, les objets par exemple, ou les documents qui sont traités, qu'on retrouve donc dans la frise chronologique, et puis une frise chronologique plus historiographique, là aussi pour essayer de repérer un peu les différents noms d'historiens et d'historiennes qu'on cite, d'Hérodote jusqu'à nos jours essentiellement. Et puis on a aussi un parcours d'apprentissage qu'on a mis en place pour permettre principalement aux étudiants et étudiantes, mais après tout pour les autres aussi, de se repérer par rapport aux compétences justement qu'ils aimeraient acquérir ou aux connaissances qu'ils aimeraient acquérir, et renvoyant à chaque fois un certain nombre de parties de l'ouvrage. Et enfin, des parcours de lecture qui sont aussi transversaux, voilà, sur des thématiques qui ne font pas l'objet d'un chapitre à proprement parler. Mais donc voilà, on en a un sur la guerre, par exemple, qui ne fait pas l'objet de chapitres particuliers. Et enfin, parce qu'il restait une dernière chose, sur l'interface numérique, quand on crée un compte comme enseignant et puis comme étudiant, on peut créer des groupes qui permettent de travailler sur le manuel avec des étudiants, de rajouter des ressources, de commenter, qui permettent aux étudiants d'envoyer leurs exercices aux enseignants par mail, voilà, ce genre de choses. C'est une vraie plateforme presque collaborative, ouais. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est vraiment bien. Sur l'aspect général du manuel et le fait que c'est un manuel qui est réussi, qui est beau en tous les cas, avec des ressources qui sont des ressources variées. Je pense que c'est aussi... moi, je suis amusé à revoir les manuels que j'avais quand j'étais en licence. Je ne citerai aucun manuel précisément, mais qui sont quand même un peu tristes, c'est-à-dire avec uniquement du texte, éventuellement quelques encarts avec quelques documents, mais surtout pas des documents iconographiques, toujours des textes, parce que c'est beaucoup plus sérieux. On voit bien effectivement la manière dont la démarche, qui est une démarche de manuel numérique, a permis aussi de réfléchir à la façon dont on peut assembler des contenus qui vont être des contenus du son, de l'image animée, des textes, et les assembler dans un manuel pour permettre effectivement des parcours balisés entre ces différentes ressources présentes. Et là effectivement, au-delà du fait que c'est effectivement plus accueillant, on pourrait dire, que le manuel traditionnel,
je pense que c'est aussi le reflet de cette mutation numérique qu'on est en train de vivre qui permet très facilement de juxtaposer des contenus qui sont sous des formats médiatiques très différents et de les travailler ensemble. Et ça, c'est aussi un enjeu pour les historiens du futur qui seront amenés effectivement de plus en plus à travailler sur des formats médiatiques divers et de les travailler ensemble. C'est presque en fait une étape que vous posez avec ce manuel dans l'historiographie en général, dire voilà, aujourd'hui, en 2021, voici comment on fait de l'histoire. Et peut-être que dans 20 ans, les gens verront ce manuel et vont dire qu'est-ce qui aura évolué à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un tout petit peu ambitieux comme formulation. Je l'affirme. Je prends la responsabilité de cette formulation, mais moi, je trouve que ça peut vraiment symboliser ça aussi. Je sais pas, en tout cas, on a essayé de proposer aux étudiants une certaine manière de faire de l'histoire, qu'on espère représentative dans une certaine mesure, qu'on espère intéressante, mais voilà. Et évidemment aussi, peut-être une dernière chose, ça ne remplace pas les manuels qui sont plus de contenu, évidemment. Oui. Ça vient en complément du reste. Ça, je pense que c'est quand même important de le souligner. Il n'y a pas de concurrence, en fait, entre ces différents formats. Ce qu'on souhaitait proposer, c'est une ouverture sur ce que disait Pierre tout à l'heure, donc le laboratoire, finalement, de l'historien et de l'historienne. Donc, je redis, l'ouvrage s'appelle « Initiation aux études historiques » sous la direction de Reine-Marie Bérard, Bénédicte Giraud et Catherine Rideau-Kikuchi. Préface de Patrick Boucheron. C'est pas mal aussi. Paru en octobre 2020 aux éditions Nouveau Monde. Et vraiment, moi je le conseille et j'ai hâte de voir plein de médiévistes et plein de jeunes historiens apprendre encore plus de choses avec ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui et je vous dis bonne continuation pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Fanny.